Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Dominique Jomblog, qui est écrivain, explorateur, conférencier. Nous allons parler du trésor de Charlemagne. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dominique Jomblog, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup Alain. Alors précisons que vous êtes écrivain, explorateur, conférencier. Pour les personnes qui n'auraient pas entendu les précédentes émissions, vous avez écrit un livre Tout l'or du monde paru en 2013 aux éditions Terre d'Aventure. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre sur le trésor de Charlemagne ? Eh bien d'abord, il faut savoir que dans mes activités d'explorateur, d'aventurier, je mène très souvent des différentes enquêtes sur les lieux que je vais explorer et ça m'amène à rencontrer différents vestiges sur lesquels je peux me poser des questions. Bien entendu, toute aventure, toute exploration entraîne souvent la découverte de choses intéressantes et notamment de trésors. On peut dire que chaque aventurier est quelque part un chasseur de trésors en parallèle, pratiquement. Alors, ce qui m'a surtout intéressé dans l'écriture de mon livre Tout l'or du monde, c'était que j'avais envie de rassembler pour un public, un vrai public, un tout public, pas un livre pour des professionnels, l'ensemble des trésors qui étaient à portée de main de personnes qui, moyennement équipées, auraient pu aller les rechercher pour le peu qu'ils aient la passion et un minimum de moyens quand même, puisque toute chasse au trésor entraîne malheureusement des frais qui vont souvent crescendo avec l'importance du trésor. Ce qui m'a intéressé dans le trésor de Charlemagne, c'est qu'en fait je suis directement impliqué dans une chasse sur ce trésor et que ce trésor a une particularité très importante, c'est que Charlemagne a accumulé une fortune au cours de son règne qui dépasse largement sa seule fortune personnelle, puisque des rumeurs, et même plus que des rumeurs, je pense même certains écrits auxquels j'ai beaucoup de mal à accéder, laissent entendre qu'il aurait en fait retrouvé le fameux trésor des Nibelungen. Alors justement, comment avez-vous mené vos recherches pour retrouver les traces de ce trésor de Charlemagne ? En général, Alain, comme tout chasseur de trésors, la première étape commence dans une bibliothèque, dans les archives. La plupart du temps, c'est d'abord beaucoup de recherches de documents, d'écrits anciens, des fois de registres comptables, de choses tout à fait surprenantes dans lesquelles on arrive à glaner de ci de là quelques informations qu'il faut ensuite généralement rattacher les unes aux autres pour que ça prenne un sens. Et là, c'était ancien quand même. C'est ancien. Ah, oui, c'est très ancien, mais là vous êtes obligé bien entendu de traîner dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France, d'aller dans certaines bibliothèques comme celle de Cologne et de Aix-la-Chapelle, qui était en fait à l'époque le siège royal de Charlemagne. C'était l'endroit, c'était sa capitale. Ça vous fait donc travailler sur la langue allemande, avec laquelle, bien entendu, il vous faut obligatoirement toute une équipe autour de vous, non seulement des archivistes pour vous trouver les bons documents, mais des linguistes et des linguistes en langue ancienne, car l'allemand des années 800 n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, bien entendu. Alors c'est au cours de l'hiver de l'an 777 que ce trésor est découvert par hasard. Oui, et en plus, Charlemagne est jeune. Ouais. Il est jeune, il est en pleine conquête et en pleine restructuration d'un empire qui sera quand même, si on le regarde bien, une préfiguration de l'Europe d'aujourd'hui. Et comme il menait campagne dans toutes les directions pour justement asseoir son pouvoir, n'oublions pas qu'il est quand même à la base de l'empire carolingien, puisque c'est Charlemagne, Carlus Magnus. Et c'est à cette occasion, et de manière d'ailleurs assez étrange, qu'il arrive, et qui d'ailleurs n'est pour l'instant pas toujours très clair sur la manière dont il a trouvé. Apparemment, je pense qu'il a dû avoir l'indication par des gens qui avaient entendu parler de ce trésor, puisque
que l'endroit où ce trésor avait été, selon la légende nordique, la légende germanique de Siegfried, avait été jeté dans un endroit qui s'appelle le Lorc, c'est-à-dire le trou noir. Qui était Siegfried ? Siegfried, c'est une légende. Siegfried, c'est un héros de grandes épopées germaniques. Oui. Quand on parle Siegfried, on parle de suite des Valkyries. Il y a une projection immédiate sur toutes les musiques de Richard Wagner, qui a mis en musique d'ailleurs cette fameuse légende des Nibelungen. Les Nibelungen, c'était le peuple de la brume. En fait, c'était des Germains qui étaient visiblement de l'autre côté du Rhin, donc du côté allemand, mais qui avaient accumulé au cours de différentes guerres entre les différentes factions qui étaient sur cette terre avant qu'elles ne deviennent romaines. Il y a encore qu'une partie, puisque la Rome n'a jamais pu pénétrer complètement la Germanie, accumulé un trésor absolument colossal, et une légende disait que ce trésor, le fameux trésor des Nibelungen, était dans une grotte gardée par un dragon, et que Siegfried a dû, avec son épée magique, Salmung, dont il faudra un jour qu'on parle de ces fameuses 8 épées, et qui sont magiques, je pense pas qu'elles possèdent un pouvoir particulier, et qui sont toutes, certaines sont plus connues. Salmung, ça va parler à personne, pas plus que l'étoile de l'Ouest, mais si je dis Durandal, si je dis Excalibur, là ça parle beaucoup. Oui, bien sûr. Voilà, il faut savoir que Excalibur comme Durandal ne sont pas des épées anodines, et qu'en fait elles ont des cousines. En clair, qu'elles ont été forgées au même endroit. Alors revenons à la découverte de ce trésor par Charlemagne. Ce trésor donc est récupéré par Siegfried, qui s'enrichit. Il est ensuite bien entendu trahi par les gens qui lui sont très proches, et ce trésor qui est considéré comme un trésor qui porte un peu malheur est jeté en fait dans un gouffre, mais en fait de gouffre c'est surtout une sorte de vortex à l'intérieur du Rhin, qui s'appelle le gouffre de l'Orche, et où effectivement c'est un endroit, même à l'heure d'aujourd'hui encore, qui est redouté par les bateliers, parce que c'est un endroit de navigation extrêmement dangereuse. Alors, comment Charlemagne a pu récupérer tout ça, c'est encore un mystère. Toujours est-il que beaucoup de documents prouvent en tout cas qu'il a été en possession de cet immense trésor, puisque on a des documents qui attestent notamment d'un voyage jusqu'à Aix-la-Chapelle de 12 chariots remplis à ras-bord, et ça a duré en fait 4 jours de marche furent nécessaires pour amener ce fameux trésor jusque là-bas. Et il l'a caché un bon moment, mais comme il était déjà très riche de toutes ses conquêtes, ce trésor est venu s'accumuler. Il était déjà énorme, puisque on considère que le trésor des Nibelungen est supérieur en valeur et en quantité au trésor des Templiers. En effet. Donc, imagine maintenant qu'on te dise le trésor des Templiers associé à celui de Charlemagne, ça devient carrément le plus grand trésor du monde. C'est clair, tu vois. Et d'autant plus que apparemment ce trésor remonte dans les siècles, c'est-à-dire que non seulement Charlemagne a récupéré l'or des Nibelungen, mais dans ses propres conquêtes a récupéré des choses qui dataient carrément de l'Antiquité. Donc son trésor remonte les siècles. Et ce trésor est devenu un problème pour lui, parce que tout autour de lui, les gens, lui au départ, voulaient en fait constituer déjà, bien avant tout le monde, une croisade pour aller libérer Jérusalem et tout le reste, bien avant que les premières croisades des années 1100. Mais il était composé de quoi, ce trésor? Il y avait énormément de choses, des bijoux, de la vaisselle, de l'or, de l'argent, des choses absolument incommensurables, et bien sûr toute une série d'objets plus ou moins magiques, puisqu'apparemment Salmung qui avait été récupéré par Siegfried à l'intérieur de ce trésor, il a été réinstallé en quelque sorte, et il y a dedans notamment la fameuse cape qui permettait l'invisibilité et l'invisibilité de Siegfried. D'accord. Donc il y a tout un trésor qui mêle à la fois richesse incommensurable avec, je dirais, des choses assez légendaires, assez mystérieuses qui tournent presque à la magie, des grimoires contenant des formules secrètes sur plein de possibilités de filtres, etc. Enfin, c'est très très vaste ce qu'il y avait. D'ailleurs, l'endroit où, à l'heure d'aujourd'hui, ce trésor est censé être caché s'appelle littéralement la salle du monde, et est une immense grotte quelque part en Allemagne. On en est sûr, c'est en Allemagne. D'accord. Maintenant,
Maintenant, où exactement, c'est le travail de recherche qui reste à faire. Alors, il y avait une fiole de sang de dragon qui était censée rendre immortel. C'est-à-dire que quand il a tué le dragon, Ouais. le sang du dragon Ouais. était réputé de rendre invincible. Immortel aussi pour toutes les personnes qui s'en couvraient, c'est ça? Exactement, exactement. Le problème de Siegfried, c'est qu'il a je crois qu'il y a je ne sais plus exactement le détail, mais je pense que c'est une histoire de feuilles. Il y a une feuille d'arbre, je crois, qui est tombée à un endroit où il n'a pas pu être aspergé, et ça l'a rendu vulnérable à cet endroit. Et c'est comme ça qu'il a pu être assassiné. Alors revenons justement au problème que ça a occasionné, justement, la découverte de ce trésor par Eh Charlemagne. bien, ce monarque ne vivait plus. Charlemagne se retrouvait avec tous ses seigneurs autour qui ne rêvaient que d'une seule chose, c'est de le tuer, bien entendu, et de s'emparer de la fortune. Et sans compter sa propre famille, qui trouvait anormal que ce trésor colossal qu'il avait accumulé ne soit pas distribué entre ses enfants et tout le reste de la famille. Et lui, personnellement, avait un but qui était bien plus louable, et il ne se voyait pas, en fait, dispendre, en fait, ce trésor. Il avait vraiment choisi un but particulier et il s'y tenait. Le problème, c'est que quand il s'est vraiment rendu compte que ça allait être impossible, il a commencé à échafauder un plan, un véritable complot, dans le but de soustraire l'ensemble de cette fortune aux tentations de sa famille et de ses seigneurs. Et c'est comme ça qu'il a mis en place, je dirais, une évasion d'Aix-la-Chapelle de cet immense trésor, en lui donnant une destination particulière, qui est cette grotte, mais on ne sait pas encore où elle est. Mais parce qu'il était optimiste, Dieu merci, il a considéré à un moment donné que ce trésor devait revenir dans les mains de quelqu'un qui pourrait en faire un usage au moins aussi noble que celui que lui voulait faire avec cet argent. C'est d'ailleurs, il l'a signé très clairement. Il y a un document où c'est carrément écrit, où il laisse une sorte de lettre, pas une lettre publique, tu vois, mais une lettre adressée à ceux qui étaient autour de lui et qui voulaient savoir où était passé ce trésor. Et il a justifié cette disparition en disant notamment afin qu'un homme plus sage, dans une époque plus sensée, puisse un jour le retrouver. Donc il a créé comme ça 4 indices essentiels, en sachant que ces indices seraient constitués en partie au moment de sa mort. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique John Blog, qui est écrivain, explorateur, conférencier. Nous parlons du trésor de Charlemagne. Alors aujourd'hui, il y aurait des objets récemment retrouvés. Voilà, alors aujourd'hui, les objets ne sont pas encore retrouvés. On sait simplement aujourd'hui ce que c'est que ces indices. Et on sait à peu près où ils se trouvent. Le problème, par exemple, et ça c'est un des problèmes importants, c'est que l'un des indices qui s'appelle le Sentier de la Foi, c'est en fait un médaillon qui a été dédié à Hildegarde, son épouse, qui est morte et qui était trésorière de la cour. Et c'est en fait un médaillon, une amulette circulaire qui est percée d'un trou pouvant recevoir un solidus. Le solidus, c'était la monnaie à l'époque de l'Empire carolingien, l'équivalent de notre euro aujourd'hui, si tu veux. Voilà, sauf que ce solidus-là était unique. Il n'en existe qu'un seul exemplaire, et le solidus a du côté face de la pièce la tête de dragon carolingien, et du côté pile, ça représente une croix qui symbolise les 4 points cardinaux avec 4 symboles particuliers. On pense que ce sont en fait les symboles de la signature de Charlemagne, celle que l'on connaît, mais je pense que ces éléments sont associés en fait à l'intérieur du solidus. La manière dont le solidus est monté, si tu veux, il se fixe à l'intérieur du cercle, un cercle dans un cercle. Sauf que ce solidus peut pivoter sur lui-même, et que si tu le fais tourner sur lui-même, tu vas avoir à la fois les indications du lieu où tu peux trouver un point de départ de ton chemin, de ta quête du trésor, et que ce solidus-ci tourne, tu ne vois plus la tête d'Hildebolde, mais celle de l'archevêque de Cologne.
D'accord. Oui, tu vois plus la tête, je veux dire, d'Hildegard, mais d'Hildegold, l'archevêque de Cologne, qui est en fait l'éminence grise de Charlemagne. Et ça nous a donné obligatoirement une indication. Quand il a décidé de développer le catholicisme dans l'Empire, il a bâti la première cathédrale en Europe à Cologne. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette cathédrale, la toute première, se trouve sous la cathédrale de Cologne d'aujourd'hui. Ah bah oui, en effet. Et que le problème, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme Indiana Jones. Tu peux trouver une croix pour t'indiquer où est le trésor, mais de là à casser la dalle de la cathédrale de Cologne, je suis pas sûr que les autorités vont être d'accord. Ça devient compliqué. Pour faire ça trop dans le carrelage de la cathédrale, pour descendre dans les sous-sols de cette cathédrale et aller chercher la cathédrale primitive où se trouve probablement cette amulette. Oui, mais alors comment faire? C'est impossible. Ah ben, il va falloir qu'on trouve des solutions et c'est ce à quoi je travaille avec une équipe depuis, je dirais, presque 20 ans. Parce que c'est un travail de très longue haleine et qu'il faut se faire des amis, surtout quand on travaille dans un domaine qui frise l'archéologie. Déjà, moi et l'archéologie, on n'a jamais été vraiment super bons copains, même on en avait parlé. Très très bons copains en archéologie, des archéologues renommés, mais malheureusement, tout archéologue n'est pas forcément quelqu'un de sensé. Et c'est toujours très délicat d'expliquer aux gens qu'en fait, on peut être amené à porter atteinte à un monument historique existant déjà pour en trouver un autre plus important dessous. Voilà, donc ça c'est un problème, et d'autant plus que dès qu'on parle de trésors, autant dire que les archéologues deviennent nerveux. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres archéologues dans le temps qui ont essayé justement de retrouver ce trésor? Parce qu'il y a un bail qu'il a été caché, ce trésor. Il y a eu des dizaines de chasseurs de trésors qui ont essayé. Certains ont même eu des problèmes de santé importants. Ah oui? Ben oui, parce que, alors je dis pas que c'est parce qu'ils sont arrivés assez près de la réponse à la question, mais il faut quand même se dire que quand on s'attaque au plus grand trésor du monde, on ne se fait pas forcément que des amis. Donc en plus, il faut comprendre une chose, et alors encore plus à l'heure d'aujourd'hui, imagine un petit peu la situation de l'Allemagne et de l'Europe en général. On a des problèmes économiques importants. Imagine simplement ce que représenterait cette fortune si elle était ensuite en garantie de l'économie européenne. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, ce trésor n'appartiendrait même plus à l'Allemagne, puisque tout pays qui a appartenu à l'Empire carolingien pourrait en revendiquer sa part, oui, bien sûr, y compris la France. Donc on se retrouvera en fait dans un problème européen qui existait déjà 800 ans, presque 1200 ans avant nous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est effectivement dans un premier temps trouver ces 4 indices. Donc on a dans un premier temps besoin de récupérer le fameux sentier de la foi. Il nous faut bien sûr ensuite le destin de l'empereur. Alors en fait, le destin de l'empereur serait en fait représenté sous la forme d'un gant d'armure, on s'entend bien. Voilà. Dans lequel en plus il y aurait probablement un bras reliquaire de notre empereur en question. Et sur ce bras, sur cet os, en fait, seraient gravées des indications. Probablement que l'empereur avait déjà donné ces indications à faire avant même sa mort. Donc je veux dire, on sait qu'à cette époque-là, ça peut paraître bizarre, mais il n'y avait pas qu'en Égypte qu'on embaumait. Et un travail de vider, par exemple, notamment l'ensemble des chairs pour ne récupérer que les os, c'est pas quelque chose qui était impossible à l'époque. C'était pas courant, c'était souvent des gens qui avaient les moyens qui le faisaient, mais c'était quelque chose qui se faisait. Donc l'empereur a très bien pu faire pratiquer sur lui ça, puisque le but de l'opération, c'était à chaque fois de semer en quelque sorte des cailloux, comme le petit poussait, et donner sur chacun de ces cailloux toutes les indications. Donc il faudrait retrouver ce gant reliquaire, qui contient donc l'os de l'empereur, à l'intérieur, les mains, la main et l'avant-bras. Et en fait, pour pouvoir le retrouver, il faut d'abord résoudre une énigme qui a été écrite en alphabet chaldéorum, et l'alphabet chaldéorum est en plus une écriture qui a été conçue à l'époque sous Charlemagne et qui est une écriture cryptée, dont on ne connaît véritablement que des bribes pour l'instant, puisque ça nous est arrivé à partir du XIVe siècle seulement qu'on a commencé à pouvoir décrypter certaines choses. Donc il y a encore un grand travail à faire sur cette crypto-analyse pour arriver à comprendre comment on crypte dans ce langage. Donc
donc voilà, le but de l'opération, c'est retrouver ce fameux bras dans le gant, qui est en plus pas n'importe quel gant, c'est le gant de Roland de Roncevaux. Ah oui, oui. Puisque c'est le gant qu'a gardé l'empereur après la mort de Roland et qui lui avait été offert en fait en gage. Donc ce premier élément qu'il faut retrouver lui aussi, mais il y a d'abord un code à casser qui est écrit dans des textes et que actuellement personne n'arrive à décrypter. Donc c'est un travail que fait une équipe en Allemagne en ce moment depuis un paquet de temps et je suis en contact avec eux régulièrement pour savoir où ils en sont, puisqu'on est entre guillemets associés dans cette affaire. Oui. Voilà. Il y a évidemment l'œil de Dieu. Alors l'œil de Dieu en fait est un globe impérial. C'est de lui qu'est venu ce fameux globe avec la croix au-dessus là. Ah oui, oui, oui. Constitué avec le sceptre, les deux apparats de la monarchie. Ce globe, il faut le retrouver. Alors en plus, c'est pas un globe banal. Et le problème, c'est que c'est un volume d'ambre sculpté dans lequel seraient insérés des pépins de fruits. Alors déjà, rien que le fait que ce soit de l'ambre, t'imagines sa valeur. Donc il n'est pas non plus interdit de penser qu'il a pu être volé, récupéré d'une manière ou d'une autre, surtout à l'époque de l'Allemagne nazie, et qu'à partir de là, on ait un peu de mal à trouver ce globe. Toutefois, il est très important pour nous de le retrouver parce que les trois graines qu'il contient, le gland, le pépin et le pignon, représentaient en fait les trois tribus, les trois peuplades romaines, celtes et germaines qui peuplaient à l'époque l'empire de Charlemagne. Et ces graines, et probablement ce volume, doivent transposer une symbolique médiévale et peut-être, je pense même, un texte sur le globe gravé. Alors peut-être, encore une fois, en alphabetum chaldeorum, mais il faut absolument mettre la main dessus. Et les seuls indices qu'on a à l'heure d'aujourd'hui nous envoient aussi dans un endroit difficile d'accès qui est le Vatican. Oh là, oui, effectivement. Alors, j'ai accès aux archives du Vatican, ça c'est pas un problème. On obtient une accréditation, surtout quand on a fait comme moi l'école des jésuites et tout le titiquente du catholicisme moyen. On a un bon profil de bons chrétiens. Mais en même temps, accéder à des livres et à des archives, c'est une chose. Accéder à des artefacts à l'intérieur du Vatican relève un petit peu de l'exploit. Alors, c'est pas impossible, mais je pense que ce sera assez difficile. J'en ai déjà discuté avec mes associés. Qui dit discuter avec le Vatican dit partage. Voilà. Et alors là, on rentre dans une autre problématique. C'est la problématique des BD d'Astérix. Un certes pour moi, un certes pour Rome et tout le reste pour moi. Il faut faire très attention de ce côté-là. Ce sont des gens qui peuvent donner des moyens importants, mais qui, à côté de ça, vont demander beaucoup. Et puis, évidemment, il reste le dernier, la tête de l'Empire. Alors ça pourrait être deux choses, parce qu'on n'a pas très bien compris les textes. On les a traduits et recoupés en long, en large et en travers. Et l'interprétation des textes qu'on a nous donne deux possibilités. Soit il s'agit d'une couronne, et quand on regarde la couronne de Charlemagne, qui était quand même relativement simple, enfin je veux dire c'était pas un truc surchargé comme l'ont été certaines couronnes après, on voit pas très bien, à moins qu'il y ait quelque chose sur cette couronne qui indique les derniers éléments, et ce serait à ce moment-là des éléments d'ordre géographique, c'est-à-dire ça indiquerait l'endroit exact où aller. D'accord. Et soit c'est carrément gravé sur le crâne de Charlemagne. Et dans la mesure où il a déjà donné ses instructions pour le faire sur son avant-bras, on peut imaginer que pourquoi pas le crâne, quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, par contre, tant qu'on n'a pas trouvé si c'est une couronne ou le crâne de Charlemagne, on va effectivement rester un peu dans le brouillard et on a besoin absolument de ces quatre éléments parce que ces éléments vont nous indiquer non seulement la région, la ville, le lieu, mais en même temps nous donner une orientation pour atteindre le lieu. Ça tient en 4 fois, un petit peu comme si tu utilisais un microscope avec 4 lentilles différentes. Pour arriver à bien voir ce que tu dois voir, tu dois progressivement passer d'une vue générale à un gros plan. D'accord, Voilà. Et ce problème, c'est que si tu ne tombes pas sur ces éléments, tu ne peux pas avoir d'indication. L'Allemagne est peuplée de grottes. C'est pas ce qui manque là-bas, c'est très humide, il pleut souvent. C'est très difficile. Alors après, on a quand même quelques indications. On a quelques indications, comme notamment, il parle beaucoup dans les documents de signes. Alors, je ne sais pas s'il était fan des signes, le signe l'oiseau, on entend bien.
donc s'il était fan de ce genre d'animal, ou si en fait il ne voulait pas nous parler d'autre chose, car en Allemagne il existe un château qui a été entièrement refait complètement, qui est il a un nom impossible en allemand, hein, c'est le Schwanstein, le rocher du cygne en quelque sorte. Et ce château justement est situé dans un endroit où il y a effectivement un très grand nombre de grottes, et où on a déjà trouvé là-bas des grottes de belle importance, quoi. Ah oui. D'importance qui pourrait contenir largement le trésor qui est décrit. D'accord. Donc alors bien sûr, mais les chasseurs de trésors sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions par rapport à ce que tu as fait. Oui. Alors je dirais que d'un côté, il est très difficile de garder longtemps, surtout sur 20 ans, c'est impossible, un secret pareil, donc ça fuit toujours. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui se lance après. Ouais. Mais jusqu'à présent, tout le monde s'est cassé les dents parce qu'il y a multitude de grottes autour. Par contre, particularité importante, cet endroit est particulièrement riche en grottes. Donc on peut considérer que d'une manière inverse, non pas en prenant dans le sens de la quête, mais en le prenant à l'envers, il est possible qu'en fait on soit pas très loin de l'endroit où il faut chercher, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique John Blog, qui est écrivain, explorateur, conférencier. Nous parlons du trésor de Charlemagne. Alors on parlait du Vatican il y a quelques instants. Est-ce que véritablement on a accès à toutes les archives ? Alors, je vais te dire une chose, comme je le dis souvent aux gens qui me posent des questions. En fait, le Vatican, c'est un État dans l'État. À l'intérieur, il y a bien sûr toute une série d'administrations, dont les très fameux Opus Dei. Et en général, le Vatican donne en tout cas l'aspect d'une gouvernance éclairée. Comprendra ce que je veux dire en disant ça. N'est-ce pas ? Et donc qu'ils sont pas contre, en général, de te filer un coup de main, mais tu dois toujours te méfier un petit peu, parce que s'il te donne volontiers le coup de main, et d'ailleurs plus tu le donnes volontiers, plus il faut que tu ouvres l'œil, c'est un peu comme un banquier lorsqu'il te dit « fais-moi confiance ». Tu vois, plus le gars te dit « fais-moi confiance », plus tu te dis « plus il va me filer un coup de main », et moi j'ai de chance finalement de toucher ma part du gâteau. Parce que ils sont dans le culte du secret, c'est de notoriété publique, si tu veux. Et puis l'essentiel du Vatican, c'est évidemment que tout ce qui peut ou pro contrarier la lecture de la Bible telle que la conçoivent, forcément c'est gênant. Donc si ça existe ou si quelqu'un a une chance, même infime, de mettre la main dessus, filons-lui un coup de main pour mieux que ça disparaisse. Donc au bout du compte, faut toujours y aller avec mesure. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont très ouverts et tu peux y accéder, je dirais, sans trop de difficultés, à discuter avec eux et demander une accréditation pour pénétrer à l'intérieur de leur bibliothèque centrale. D'accord. Bibliothèque centrale, par contre, il y a plusieurs niveaux. Et en fait, plus tu descends dans les niveaux, plus tu entres en dehors du confidentiel. Il arrive même à un moment donné où, pour pouvoir y rentrer, tu rentres dans une salle forte, un coffre-fort, quoi, comme dans une banque. Tu te crois carrément à Fort Knox. D'accord. Alors c'est vrai qu'après, ils disent que cette hyper-sécurité est liée au risque d'incendie, au risque de ceci, au risque de cela. Mais enfin, c'est vrai que plus tu descends dans les archives, plus elles deviennent précieuses, plus elles deviennent difficiles d'atteinte. Et que le niveau d'accréditation qui t'est donné est souvent très long. Tu peux avoir un niveau d'accréditation 1, par exemple, qui va permettre d'accéder à la bibliothèque, qui est quand même déjà hyper vaste, on va dire, que tu as au rez-de-chaussée. Après, plus tu descends dans les détails, plus ils deviennent tatillons ils prennent des renseignements sur toi quand même, ils le voient. Et puis, il faut vraiment que tu aies un motif béton armé qui soit vraiment justifié pour qu'ils puissent te permettre d'accéder à certaines choses. Moi, j'ai quand même accédé, et je dois reconnaître que j'ai quand même fait des découvertes extraordinaires par accident, parce que dans la bibliothèque, tu cherches tes documents, en cherchant les documents, tu tombes
sur des trucs qui concernent pas forcément ta recherche, mais qui sont intéressants dans la mesure où, par exemple, j'ai lu dans une Bible du IVe siècle, en latin bien entendu, que Jésus-Christ, par exemple, disait bien si on te frappe sur la joue droite, sur la joue gauche. Mais une chose qui n'est plus dans nos Bibles aujourd'hui, mais si on te frappe sur ta joue gauche, sors ton épée. Ça fait quand même un peu désordre. Maintenant, quand on sait que Jésus s'est emballé au temple de Jérusalem avec les commerçants et qu'il sera retourné sur le coin de la gueule le machin, on n'est pas étonné qu'il ait dit ça. Maintenant, ça fait peut-être pas très religieusement correct. Ils ont supprimé la réincarnation, je crois que c'était au traité de Constantinople, donc tout ça, on doit le retrouver quelque part. Ah oui, non, mais lors du concile de Nicée, c'est d'ailleurs là que tout le monde le dit, que Jésus a été déifié. Au départ, il était considéré comme un prophète, en quelque sorte, comme un rabbin très, très avancé, un initié. Mais il n'a jamais été considéré comme un dieu, jusqu'à ce que Constantin en fasse un dieu, parce que pour lui c'était important, puisqu'il avait, à Rome, il se retrouvait devant un problème énorme. Les 2/3 de sa population, et d'ailleurs de la population de l'Empire, étaient devenus chrétiens, et que du coup, même les dieux antiques pesaient plus très lourd, quoi. Il fallait qu'il fasse un choix. Il pouvait pas massacrer les 2/3 de sa population, donc il a été obligé de le reconnaître. Et d'ailleurs, il a joué la mauvaise foi jusqu'à son dernier souffle, puisqu'il s'est fait baptiser le jour de sa mort. Donc, il tient peut-être devant pour la politique, mais pas forcément derrière, quoi. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le trésor de Charlemagne ? Eh bien qu'on n'est plus très loin de le trouver. On n'est plus très loin de le trouver, en fait. C'est bien intéressant. On est plus très loin de le trouver parce que, entre-temps, il y a eu des choses nouvelles, et ça m'a intéressé immédiatement, la raison pour laquelle... J'en dis non, Domi, moi ça m'intéresserait bien le trésor de Charlemagne, parce que on en parle peu, et finalement c'est des choses qui sont quand même importantes, et quand on peut imaginer ce qu'est ce trésor, ce qu'il représente, pas seulement pour les peuples anciens, puisque une grande partie de ce trésor, on va peut-être trouver à l'intérieur de ce trésor des choses extraordinaires. C'est qu'on n'a par exemple jamais trouvé le tombeau de... l'armure d'Alexandre. Oui, aussi, oui. Il ne serait pas étonnant qu'elle se retrouve là-bas. Donc je veux dire... il y a plein de choses qui font que ce trésor est très important et que, en plus, il aurait un enjeu, s'il était découvert aujourd'hui, qui serait un enjeu qui aurait une portée internationale et qui pourrait même être source de conflits, comme il l'a été à l'époque de Charlemagne. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, tout à fait. Affaire à suivre. Et puis, je pense qu'on aura des nouvelles sur ce trésor dans le courant de l'année, puisque j'ai prévu de faire un saut en Allemagne, justement, pour retrouver cette équipe et d'aller faire un point sur ce qu'eux ont déjà trouvé par rapport, puisque moi j'avais, entre guillemets, on ne peut pas dire lâcher l'affaire, mais enfin j'avais dû prendre un peu de recul, étant sur d'autres feux et d'autres casseroles. J'avais beaucoup de choses sur le feu, donc j'ai été obligé un peu de les laisser à leur affaire, et c'est en me rappelant qu'ils m'ont dit, tu sais, nous avons beaucoup progressé et on va avoir besoin de toi, parce que là, je crois qu'on va rentrer dans le dur, quoi. Est-ce que vous avez des projets, des conférences en cours, des idées ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, non. En fait, oui et non. Je suis en train de filmer une série de 15 conférences sur différents trésors qui vont permettre justement au public d'y accéder à peu près quand ils veulent, puisque ce sera carrément visible en streaming. Donc, parce que les conférences publiques deviennent de plus en plus difficiles à organiser. Les organisateurs, malheureusement, avec la crise, ont disparu les uns après les autres, et que, à l'heure d'aujourd'hui, organiser de grandes manifestations, de grandes conférences où tu peux rencontrer 500, 800 personnes plus, ça devient extrêmement dur, en tout cas en France. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, à part d'être invité par telle ou telle association, telle ou telle radio à l'occasion de tel ou tel événement, je vois pas très bien comment, au niveau de ces conférences, cela pourrait se faire. Et je pense aussi que, d'un autre côté, ça permettrait, par le vidéofilm, de permettre au public d'accéder à l'information à peu près quand il veut et d'y revenir autant de fois qu'il veut. D'accord. Alors on va rappeler l'adresse du site internet. Donc c'est... Mon site internet ? Oui. Ah ben pas difficile. www.dominiqueyoungblood, alors ça s'écrit JONGBLOED.org, où les gens pourront suivre toute mon actualité, et de toute façon les choses vont beaucoup bouger, puisque je repars en Bosnie pour aller vérifier les points de Fadjoli, c'est-à-dire les possibilités d'entrer sur la pyramide du Soleil. Je fais un saut en
pour aller jeter un œil sur la pyramide de Rtand. Je vérifie si c'est du solide ou pas. Et nous allons faire aussi un petit saut en Roumanie dans la foulée, pourquoi pas, sur le fameux mont Bugessi et les différentes statues bizarres qui ont été creusées à même la roche là-bas. Très mystérieux comme endroit. Eh bien, les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Hein. Ah, ben, en ce moment, je bouge beaucoup, mais 2016 va être surchargé. Et là, je suis en train d'essayer de préparer en ce moment une possibilité de rejoindre l'équipe de chercheurs qui ont mis en place un système de mesure pour mesurer l'intégralité du plateau de Gizeh et des pyramides. Et ils vont utiliser un système extrêmement puissant et performant qui va leur permettre en quelque sorte de radiographier les pyramides et peut-être grâce à ce système de découvrir en détail comment elles ont été construites, ce qui mettra un terme à toutes les spéculations précédentes. En tant qu'explorateur, ça me paraît difficile de ne pas être là à ce moment-là. C'est clair. Merci Dominique, bon voyage, bonne recherche et à bientôt alors, avec le trésor. Allez, à très bientôt et puis un grand salut à tous tes auditeurs que je remercie d'ailleurs. Beaucoup d'auditeurs ont pris contact avec moi via Facebook notamment. Donc merci à tous et puis merci de me suivre. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.